BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Et on peut le dire, on est à quelques encablures de cette fin d'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Voilà, c'est le dernier De quoi je me mêle de cette année 2024, mais on reviendra très vite, bien sûr, en 2025 pour vous accompagner tous les week-ends pour un condensé de l'actu tech. Avec au sommaire, donc, pour ce De quoi je me mêle avant Noël, et bien tout à l'heure, on fera un point sur les avancées de Starlink. Vous avez sans doute remarqué à quelle vitesse le projet, même plus qu'un projet, l'entreprise d'Elon Musk avance et on parle même maintenant d'une possibilité de se connecter à Starlink depuis un smartphone. Lionel Paris nous en parlera tout à l'heure. Vous savez, c'est notre spécialiste réseau. Il a enquêté sur le sujet. Il va tout nous raconter sur les nouvelles fonctionnalités de Starlink. Le hashtag DQJMM, bien sûr, pour nous suivre et réagir à l'actualité sur les réseaux. Encore une fois, un grand merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence bien sûr par le club de la presse IT avec toujours l'indispensable Anthony Morel, qui est là. Rien que ça. Ça va, Anthony? Salut François, salut Nico, salut à tous. Ouais, ça va très bien. Ravi de te retrouver, journaliste à BFM Business et que vous retrouvez aussi à la mi-journée sur RMC. Et Nicolas Lelouch. Salut Nico. Salut François, salut Anthony. Je suis super content de vous retrouver. Tu es mon cadeau de Noël. Tu le sais ou pas? Tu me flattes. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu n'es pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Je ne suis qu'un cadeau de Noël. Oui, mais tu vas le plus beau des cadeaux. Ça me fait plaisir. Voilà. En tout cas, merci d'être là, Nico, que vous pouvez lire et suivre sur le site Numérama. Voilà. Absolument. Alors, une fin d'année, bien évidemment, passionnante avec plein de sujets d'actu. Tiens, d'ailleurs, si vous vous intéressez aux rétrospectives en matière de tech, je vous invite à réécouter les derniers Tech & Co que nous avons pu faire pour vous, qui sont diffusés, je vous le rappelle, tous les soirs sur BFM Business, en direct à la radio, à la télé. Ils sont disponibles en podcast. C'est très simple, vous pouvez les retrouver. Et on s'est permis de se faire quelques petites rétro 2024, des innovations qui nous ont tous marqués, à la fois les débriefeurs et puis toute l'équipe de Tech & Co. C'est à retrouver donc en podcast ou en replay. Mais donc pour aujourd'hui, on va commenter l'actualité parce que évidemment ça ne s'arrête pas. Cette fin d'année est très riche. Et commencer par Apple parce que, messieurs, ça se précise concernant deux projets. Un à court terme qui est un iPhone qui serait d'une finesse inédite. Et puis après, on vous dira. Mais gardons le petit suspense. Voilà. Et vous vous dites, ah là là, mais c'est quoi le deuxième truc? Vous le saurez dans un instant. Ouais. Ça va être intéressant aussi. Alors, on commence par l'iPhone. Alors, je ne sais pas si ce sera son nom, mais surnommé l'iPhone Slim, puisque c'est ça, puisque ce serait l'iPhone le plus fin jamais conçu. Donc, en gros, pour les prochains iPhone génération 17 qui seront présentés au mois de septembre, si tout va bien, entre l'iPhone classique et l'iPhone Pro, on aurait une version beaucoup plus fine que celle qui a jamais existé. Alors, le plus fin, j'ai regardé, c'est l'iPhone 6 historiquement. Il n'y en a pas eu de plus fin, donc c'était 6,9 mm l'iPhone 6. Et là, selon les informations, alors il y a le Wall Street Journal et il y a The Information qui est en général assez bien informé, comme son nom l'indique, sur les sujets tech, qui nous donne une estimation entre 5 et 6 mm d'épaisseur pour cette prochaine génération d'iPhone, donc qui serait vraiment hyper fin, effectivement, donc assez intéressant. Mais évidemment, ça se paye avec quelques compromis, parce que si les téléphones sont un petit peu épais, c'est pas par hasard non plus, c'est à cause de la batterie, c'est à cause des composants, et donc cette nouvelle génération, elle serait certes plus fine. En revanche, sur le module photo, on serait un peu moins ambitieux, ce serait en gros le module photo qu'on a aujourd'hui dans les iPhone 16, mais on n'est pas sur ce qu'on a dans les Pro et Pro Max. Et puis, on aurait une batterie qui serait aussi un petit peu moins importante, un peu moins épaisse également, ce qui veut dire forcément qu'il y aura un petit peu moins d'autonomie. Donc voilà le compromis vers lequel irait Apple. Alors ça fait un moment qu'on entend parler de cet iPhone fin, iPhone Slim, mais là, on arriverait sur une phase assez importante, qui est la phase, alors on appelle ça le NPI, c'est la New Product Introduction, donc c'est une phase industrielle finalement, assez avancée, donc ça veut dire qu'en tout cas, c'est plus juste un brevet déposé par des ingénieurs d'Apple. Non, c'est un vrai produit qui est en phase de conception, visiblement. Intéressant. Alors, ça fait un moment que cette rumeur traîne, Nico. Tu suis, toi, tout ça de manière assez assidue. Est-ce que tu y crois, à cet iPhone ultra fin, on va dire?
Oui, il y a quasiment plus de doute quand on arrive à ce stade de rumeur, hein, comme Anthony vient de l'évoquer. On n'est pas sur un projet, on est clairement sur des choses qui sont racontées, des produits qui sont montrés, un prototype qui est sur le point d'être finalisé. Donc oui, il va y avoir un iPhone 17 Air, iPhone 17 Slim, peu importe le nom qu'Apple lui donne. Ça traduit aussi une stratégie un petit peu en échec d'Apple sur ce 4e iPhone, parce qu'on a vu d'abord les iPhone mini qui n'ont pas fonctionné, les iPhone Plus maintenant qui n'ont pas fonctionné, et donc Apple tente quelque chose de différent cette année avec un modèle plus fin qui arrivera en 2025 dans le but justement d'avoir des ventes alternatives au modèle Pro tout en faisant monter le prix de vente de l'iPhone. Donc c'est intéressant à voir. Moi, je me pose pas mal de questions au niveau de la batterie. On a vu avec les derniers iPad Pro qui sont finalement les premiers prototypes de cet iPhone Air. Ce ne serait pas le premier produit ultra fin d'Apple. Le dernier iPad Pro qui est sorti en mai 2024 est déjà l'appareil Apple le plus fin de l'histoire devant l'iPod Nano. Donc, et plus léger aussi d'ailleurs. Et plus léger. Apple va globalement faire de cet iPad un iPhone. Donc c'est la même technologie. La question, c'est sur un iPhone qui est quand même un produit connu pour son autonomie parfois un petit peu compromise, notamment quand il fait chaud. Est-ce qu'on a des technologies suffisamment matures aujourd'hui avec des batteries ultra fines pour tenir la journée entière, ou est-ce que c'est un produit qui sera une première génération, qui va sacrifier la batterie et qui ne sera donc pas vraiment recommandable au grand public par rapport à un modèle Pro? Avec en plus des spécifications techniques qui vont être forcément à la baisse. Je prends notamment l'appareil photo. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui fait l'épaisseur d'un iPhone, c'est les capteurs optiques. Donc si on arrive, s'ils veulent faire un iPhone plus fin, ça veut dire qu'il y aura des sacrifices faits sur certaines fonctionnalités et notamment l'appareil photo. Surtout l'appareil photo. En réalité, quand on voit la carte mère d'un iPhone, c'est ultra fin. Ce qui prend de la place, c'est vraiment le module caméra et la batterie. On a des technologies de batterie aujourd'hui, notamment les marques chinoises qui sont en avance là-dessus. Vous avez certainement vu le téléphone de Huawei qui se plie en 3 fois, ou le Honor pliant qui est le téléphone le plus fin pour les appareils pliants. Ce sont des téléphones qui utilisent déjà des batteries ultra fines et ce sont les mêmes batteries qu'Apple va utiliser avec l'iPhone 17 Air. Donc la batterie, on peut la réduire et la carte mère ne prend pas de place. Par contre, l'appareil photo, on regarde le zoom qui est le terrain sur lequel les constructeurs de smartphones s'affrontent depuis quelques années. Le zoom périscopique, ça prend beaucoup de place. C'est un gros bloc qui a besoin d'horizontalité, qui a besoin d'épaisseur. Donc ça, dans un téléphone fin, aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement un iPhone 17 qui serait pas tellement différent des modèles Pro ou de l'iPhone 17 classique, mais qui va faire forcément un sacrifice sur la photo. Donc à voir. La question aussi, c'est le prix, parce que ce téléphone-là, sans doute, coûtera plus cher qu'un iPhone 17 normal, mais quel sera son prix par rapport à l'iPhone 17 Pro? J'en sais rien. Le Wall Street Journal donnait $900. Voilà, $900, ça voudrait dire que tu le positionnes à peu près au même niveau que l'iPhone 17. Donc, tu aurais le choix entre l'iPhone 17 ou l'iPhone 17 fin avec quelques compromis. La question, c'est est-ce que ça vaudra le coup en septembre 2025 de prendre ce produit-là par rapport à un iPhone 17 Pro qui t'offrira sans doute une meilleure autonomie, un meilleur appareil photo et des fonctions plus. Donc voilà, bien sûr. Je suis très curieux de voir ce produit. J'y crois, je pense qu'il va être annoncé, mais faut être quand même assez méfiant avec les produits trop fins sur le marché des téléphones. Ça se paye forcément. Et puis il y a la fragilité aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez des iPhone 6, dont le sport national pour les youtubeurs était de le tordre. De le tordre, et parce qu'effectivement, plus on fait un truc fin, plus il est sensible aux pressions, on va dire, et aux torsions. Après, j'imagine qu'Apple a dû vérifier le truc. Oui, puis la solidité des composants a quand même été bien améliorée depuis l'iPhone 6. Maintenant, on a quand même des téléphones qui sont plus résistants, des écrans qui sont plus résistants. Moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus. J'ai eu un iPhone 6 qui m'a duré quand même quelques années. Si t'en prends à peu près soin, normalement ça doit aller, quoi. Oui, mais enfin, il y avait eu quand même un problème de la part d'Apple. Je me souviens, il y avait des gars qui laissaient le téléphone dans la poche arrière de leur jean et qui se retrouvaient avec des téléphones qui étaient comme ça. C'était là où il y avait un problème. Après, il y a quand même une réalité, et ça c'est une réalité physique, c'est même pas une réalité technologique. Tout se tord. Si tu appuies très fort sur une voiture avec des machines très puissantes, elle va se tordre aussi. Et qu'il est déconseillé de s'asseoir sur son téléphone. Il est déconseillé de s'asseoir sur son téléphone de manière générale. Donc aujourd'hui, on a de l'aluminium de plus en plus solide. Ça devrait être de l'aluminium qu'Apple va utiliser. Donc on peut imaginer que ça sera résistant. Mais effectivement, un YouTuber ou un testeur qui appuie très fort sur les deux côtés d'un iPhone Air devrait le tordre plus facilement qu'avec un iPhone normal. Mais est-ce que c'est grave? C'est toujours marrant ce truc avec les testeurs, tu sais, parce que à chaque fois, tu as des polémiques. Je me souviens avec les premiers écrans pliants aussi de Samsung où
tu sais, les mecs, ils s'étaient amusés à déchirer, à tendre dans l'autre sens, pour tester la charnière, à déchirer le film protecteur. Et puis bah, on est mais les smartphones pliables, c'est vraiment pas solide du tout. Bah ouais, mais enfin forcément, si tu essaies de le tendre dans l'autre sens, ça va casser à un moment, quoi. C'est pas fait pour ça. Ça reflète pas du tout l'utilisation des gens. Donc je suis pas tellement inquiet sur cet aspect. Ce qui m'inquiète, c'est la batterie. Deuxième news. Alors, cette fois-ci, celle-là, ça fait un moment qu'elle est dans la marmite. Hein. On touille régulièrement en attendant qu'on sorte quelque chose. C'est la rumeur comme quoi Apple travaillerait sur des écrans pliants. Alors, sur divers produits, hein. Il y a l'iPad, je crois, qui est évoqué. À un moment, j'avais même entendu parler d'un MacBook avec un écran pliant. Ouais. Et là, il y a la rumeur qui revient d'un iPhone pliant. T'as les deux en fait, là, les deux rumeurs reviennent. C'est les infos de Mark Gurman, le célèbre, hein, on le cite souvent. Donc il parle d'un iPhone qui serait en mode clapet, hein, donc comme le Galaxy Flip, voilà. Parce qu'il y a le Flip et le Fold. Donc le mode clapet, ce serait le form factor qu'aurait choisi Apple pour cette nouvelle génération d'écran. Et puis tu aurais un iPad. Alors iPad, en fait, ce serait deux iPads collés l'un à l'autre, globalement, et que tu pourrais plier en deux sans charnière. Donc un format qui est, je trouve, assez intéressant. Enfin, moi, je suis curieux de voir en plus avec la patte d'Apple ce que ça peut donner un écran pliant de cette taille-là et de cette envergure-là. Mais alors, avec quelle utilité? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas finalement un concurrent au MacBook? Enfin, je veux dire, dans quelle catégorie il va se placer, quoi? C'est-à-dire, si tu achètes cet appareil-là qui sera probablement facturé plus de 2000 €, je pense qu'on peut facilement. Facilement. Est-ce que finalement la valeur ajoutée par rapport à un MacBook, quelle sera-t-elle? Comment est-ce qu'ils vont vendre le truc? On n'a pas beaucoup d'informations encore sur ce futur appareil, mais visiblement c'est en train de se préciser chez Apple. Voilà. Bon, après, est-ce que ce sera un flip? Est-ce que ce sera un fold? Ça va être intéressant aussi de voir tout ça. Ils vont y venir ou pas, à ton avis? Ils vont sans doute y venir à un moment, mais je n'y crois pas vraiment à ce que dit Mark Gurman. Je pense qu'il a raison quand il dit qu'Apple travaille sur ses projets, mais en fait, si on regarde un petit peu son historique sur les rumeurs Apple et pliant, il annonce depuis 2020 un iPhone pliant tous les 2-3 ans. Il dit que c'est prévu pour 2023, puis 2024, puis 2025. Et la réalité, en fait, elle est dominée par l'économie. Hein. Apple est une marque qui, aujourd'hui, domine sa catégorie, aussi bien sur le smartphone que sur la tablette. Quand on est en position de force et qu'on domine, on n'a pas besoin de venir challenger soi-même son propre produit avec quelque chose qui validerait la piste des concurrents. Donc ce n'est pas dans l'intérêt d'Apple aujourd'hui, aussi bien du côté des tablettes que du téléphone, de se lancer sur un pliant, parce que ça ne ferait que renforcer Samsung et les acteurs chinois sur ce secteur-là. Après, ça peut être aussi de nouveaux usages qui pourraient être initiés par Apple. On le sait, hein, il y a plein de choses que les autres avaient lancées. Je ne sais pas si vous vous souvenez des montres connectées, mais Samsung avait lancé sa montre connectée bien avant l'Apple Watch. Enfin, il y a plein de produits comme ça. Et puis Apple est arrivé, boum, ça a été un raz-de-marée. Absolument. Mais donc tu peux te dire peut-être que finalement l'OS, parce qu'il y aura aussi une mise à jour d'iOS, il faut repenser iOS, etc. On peut dire que ça pourrait être aussi une vision d'Apple d'apporter de nouvelles fonctionnalités avec un téléphone pliant. Oui, et puis alors je pensais à la tablette moi pour le coup, mais tu peux aussi imaginer plein d'applications professionnelles, tu vois. Pour le coup, tu peux avoir une valeur ajoutée par rapport à un ordinateur. C'est clair. Tu déplies ton double iPad et tu vas avoir une visualisation, je sais pas, dans une réunion pour des graphistes, même dans le domaine de la santé, tu vois, pour avoir une visualisation d'image médicale, tu montres à ton patient, voilà, là, c'est votre radio, tu l'as en grand format, tu peux lui montrer des éléments hyper précis. Enfin, on peut imaginer plein de cas d'usage assez intéressants dans un cadre professionnel, je pense, avec ce genre d'appareil. Sur l'iPad, ça a du sens et ça rejoint complètement ce que tu dis, François, sur l'idée qu'Apple introduit les nouveaux usages. Ils peuvent créer quelque chose de différent parce que la plupart des constructeurs sont partis sur le smartphone. C'est sur l'iPhone que je suis plus sceptique. L'iPhone est dominant et ils n'ont pas besoin d'y aller. Sur l'iPad, ça a du sens. Et il y a d'ailleurs une petite phrase qui est un peu passée aux oubliettes dans l'article de Mark Gurman, où il suggère que d'ici cet iPad pliant en 2027, il y a de grandes chances que iPadOS soit compatible avec les applications du Mac. Et ça, c'est important. C'est peut-être la plus grosse révolution. C'est peut-être le plus intéressant, parce que ça voudrait dire que dans les prochaines années qui arrivent, l'iPad Pro pourra faire tourner des applications Mac. Il y aurait une fusion entre les deux OS. Bon, fusion, je pense pas, parce c'est dans leur intérêt de conserver les deux pour vendre les deux. Ça a toujours été comme ça qu'ils l'ont présenté. Mais en tout cas, une compatibilité accrue, maintenant que tout est sur la même puce, etc., c'est plus que probable. Donc, en effet, cet iPad pliant qui serait proche d'un Mac pourrait avoir du sens. Mais je reste sceptique sur les années. Je pense que pour l'instant, Apple est très bien comme il est.
Moi, je me dis, 2027, on fêtera les 20 ans du premier iPhone. Apple pourrait nous sortir un iPhone pliable. C'est ce que j'imagine. Ça peut être en effet. C'est vrai que pour les 20 ans, tu vois, ça peut correspondre. Pour 20 ans, pour les 20 ans, tu sors quelque chose un peu qui casse de la on va dire de l'habitude finalement, parce que c'est vrai que ces dernières années, entre l'iPhone 14, le 15 ou le 16, il faut vraiment... dit les anniversaires, parce qu'on c'était les 10 ans de la montre cette année, c'était pas... ils n'ont pas fait rêver non plus. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, on verra. En tout cas, les paris sont lancés, les amis. On va revenir à l'actualité, on va dire, plus concrète. C'est-à-dire que là, on sort des rumeurs pour s'attaquer à des choses qui existent. Alors, peut-être pas forcément toujours en France, mais qui arrivent. Et notamment chez Google, qui met le paquet, là, ces derniers jours. Hein, Anthony et Nico, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été annoncées. On ne parle même pas de Willow, qui est leur ordinateur quantique, en tout cas leur prototype d'ordinateur quantique, qui est un sujet très intéressant, qu'on ne va pas évoquer là, mais... Anthony, vraiment là, c'est il bombarde. C'est le mois Google. Ah ouais, mais c'est clair. C'est assez marrant de voir que c'est un jour une annonce Google en ce moment, et dans des domaines très variés. Alors effectivement, on a eu le quantique, beaucoup de choses évidemment autour de l'intelligence artificielle, et puis aussi, alors on peut peut-être commencer par ça, puis on viendra à l'IA après, mais toutes les rumeurs autour d'Android XR, qui est intéressant. C'est-à-dire ce système d'exploitation qui va équiper les futurs casques de réalité mixte qui seront produits en coopération normalement avec Samsung, et ensuite à terme des lunettes, puisque c'est aussi ça l'enjeu. Je pense que 2025 ça va être vraiment l'année d'Android XR, donc ils l'ont dévoilé, ils en ont dit un petit peu plus sur cet OS qui est donc un concurrent de Vision OS qu'on a sur les Apple Vision Pro et c'est Horizon OS, je crois, sur les MetaQuest. Et donc voilà, c'est leur système d'exploitation qui va d'abord équiper le fameux projet Mo1, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, c'est le projet sur lequel travaille notamment Samsung. C'est un casque de réalité mixte qui doit venir concurrencer plus ou moins l'Apple Vision Pro, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations dessus. On sait qu'ils ont signé aussi des accords avec Sony et X-Real, et aussi avec Lynx, les Français que tu connais bien. Ouais. Hein, donc ça veut dire qu'en tout cas il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Et puis à terme, alors moi c'est ce qui va m'intéresser plus que les casques, c'est cette idée d'avoir des lunettes siglées Samsung, hein, on en a parlé plusieurs fois. Google, Samsung, Qualcomm travaillent ensemble, on le sait, sur des lunettes qui intégreraient pour le coup des éléments de réalité augmentée, donc avec de l'affichage d'éléments, GPS, les messages, etc. Et donc tout ça tournera également avec ce nouvel OS. Donc là encore, tout ça est en train de se préciser, et c'est plus juste de la rumeur. Là, ça y est, ils ont présenté l'OS, donc ça veut dire que vraiment il y a des produits dans les tuyaux et que ça va déferler en 2025. C'est intéressant de voir que tout le monde est en train de se positionner sur ce type de segment. C'est intéressant, surtout que ça arrive à un moment où beaucoup considèrent l'Apple Vision Pro comme étant le flop de l'année, comme étant le produit qui n'a pas réussi à s'imposer. Apple répond à ça en disant que non, c'est un produit pour early adopters, que ça a toujours été vu comme ça, et que c'est un produit qui va s'imposer dans les prochaines années. Et là, finalement, Google, ils viennent de donner raison à Apple. Ils viennent de dire, oui, en effet, on pense que le secteur de l'informatique spatiale est le futur de l'ordinateur, et donc on ne veut pas être un observateur de ce secteur, on veut être celui qui propose le système d'exploitation qui équipera la quasi-totalité des casques. Ça en fait trois, hein, ça fait Meta, ça fait Absolument. Apple et ça fait Google. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que finalement beaucoup présentent Android XR comme la réponse à Vision OS, mais c'est avant tout la réponse à Meta. Celui qui a dû se sentir menacé cette semaine, c'est Meta, c'est eux qui sont pionniers de la réalité virtuelle depuis le rachat d'Oculus, c'est eux qui ont annoncé plus tôt cette année le fait que Horizon OS, le système des casques Quest, elle est disponible pour tous les constructeurs qui le souhaitent. Et là aujourd'hui, ils voient Google qui est basé sur Android en plus. Et qui est basé sur Android en plus, qui est basé sur Android open source. Là, ils voient Google débarquer avec son propre système d'exploitation pour les casques, dire nous tous les kits de développement sont gratuits, c'est-à-dire que tu veux adapter ton jeu Unity pour Android XR, c'est gratuit, c'est Google qui va financer tout ça, avec une interface qui est pensée à la fois pour les lunettes, pour les casques, avec le Play Store, avec l'intelligence artificielle. C'est pour Meta, c'est chaud. Ça veut dire que potentiellement pour eux, ils vont se retrouver à devenir un acteur fermé. Donc pour l'instant, ils sont dominants parce que c'est les seuls à proposer des casques à tous les tarifs. Mais quand tout le monde aura un casque et si les applications débarquent sur Android XR, c'est potentiellement la fin de l'écosystème MetaQuest, ou en tout cas la fin de son règne. Donc c'est très intéressant. Moi, je m'étonne énormément de
manière dont Google a annoncé ça. Pour moi, ça méritait un gros événement. Je pensais notamment lors de la Google I.O. En mai que ça serait le moment où Android XR serait annoncé. Et à l'époque, je leur avais posé la question, j'y étais à la Google I.O. et ils avaient rigolé en me disant oui, bon, on n'est pas encore prêt, mais en effet, quelque chose arrive. Donc voilà, ils ne voulaient pas rentrer dans les détails. Et là, ça sort comme ça, avec une conférence de presse, avec quelques développeurs, mais pas filmé, pas d'image réellement, juste un communiqué de presse publié pour le grand public. Donc c'est un peu léger quand même pour quelque chose qui est censé être le futur de la tech. Mais j'imagine qu'entre les conférences Samsung en janvier, entre la Google I.O. en mai et tous les produits qui vont arriver en 2025, on va en entendre parler d'Android XR. Même le CES, il y a peut-être moyen qu'il y ait des petites annonces. Oui, il y a moyen qu'ils montrent. Je pense que dans les chambres d'hôtel, ça va petit à petit se dévoiler. Mais bon, Android XR, c'est clairement un moyen pour Google de d'étendre la domination d'Android sur les systèmes d'exploitation. Alors peut-être qu'ils l'ont lancé en catimini, parce que c'est quasi ça, parce que pour eux, c'est pas encore le grand jour. Ils attendent peut-être que Samsung dégaine sa paire de lunettes qui sera l'écrin un peu de tout ça. Y a un sujet Aujourd'hui, c'est tellement abstrait, en fait, cet OS. Cet OS ne vivra que à travers un device. Exactement. C'est clair, et c'est peut-être pour ça qu'ils disent ok, voilà, on y travaille, on y bosse, c'est prêt, mais le jour où Samsung appuiera sur le bouton, parce que c'est ce qui est prévu, en théorie, en 2025, on a une paire de lunettes. Oui, c'est le device qui va faire. En même temps que les Galaxy S25, à mon avis, le produit sera dévoilé. Il y aura peut-être un teasing un peu comme la bague, c'est-à-dire qu'on aura quelques images et ça sortira l'été prochain. C'est possible. Ça aurait du sens en tout cas. Je pense en effet que Google et Samsung attendent que les produits soient prêts à être montrés. Mais c'est vrai qu'Android XR, vu l'ampleur de l'annonce, aurait pu mériter une conférence streamée en direct avec une invitation une semaine avant. C'est une grosse annonce. Mais je pense que Samsung n'était pas prêt. C'est aujourd'hui, c'est le premier partenaire. Ils ont besoin d'un produit à montrer peut-être. Mais du coup, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir communiqué. Je me dis, ils auraient pu attendre et puis faire la communication commune. Tu vois, c'est vrai parce que franchement, Android XR, entre toutes les annonces Google, elle est presque. Moi, je suis presque passé à côté. Je sais plus comment je suis tombé dessus, mais sur la veille technologique qu'on fait régulièrement. Mais j'aurais pu ne pas le voir en fait. Alors qu'en réalité, c'est quand même assez fondamental. Mais est-ce que c'est pas parce que OpenAI aujourd'hui occupe le terrain médiatique ? Absolument. Et est-ce que c'est pas pour ça que Google s'est dit ok, je vais pas les laisser annoncer une news tous les jours. Moi aussi, je vais faire pareil. C'est possible. En fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une surenchère d'actualité ping-pong, histoire de dire attends, tu dégaines un truc, je dégaine un truc. Et même si c'est pas forcément hyper pertinent en termes de timing, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis avec Android XR. En effet, tu fais référence au fameux calendrier de la vente d'OpenAI. On va évoquer juste après, mais c'est vrai que... OpenAI, dans une opération, on fait 12 annonces pendant 12 jours. Donc, au lieu de faire une grosse conférence de presse, tu as 10 minutes de live stream par jour. Je pense que Google a ce don, même au niveau du timing. La conférence d'OpenAI en France, elle est à 19h. Et Google sort toujours ses communiqués à 18h30. Ce qui n'est pas anodin. Tu fais ça une demi-heure avant. C'est vraiment histoire d'empêcher les journalistes et les passionnés de tech de s'intéresser à OpenAI parce qu'ils seront encore sur Google au moment où OpenAI parle. Donc, il y a cette volonté de bloquer OpenAI. Il y a eu plein d'annonces sur l'IA d'ailleurs. Anthony, tu disais qu'il y a eu plein d'annonces cette semaine chez Google et c'est vrai. Ils ont annoncé Gemini 2, donc c'est quand même important. C'est la plus grosse évolution du modèle de langage depuis son lancement il y a un an. Ils ont un modèle Gemini 2 Flash qui est la version allégée, qui est plus intelligent que le Gemini 1.5 Pro qui était annoncé en mai. Donc c'est significatif. Ils ont donné quelques petites mises à jour sur des choses qui étaient déjà annoncées. Par exemple le projet Astra qui est leur assistant vocal capable de voir, de commenter. Ça c'est parfait pour les lunettes d'ailleurs. Ils le disent pas trop, mais tu mets ça sur le projet Muan ou sur les lunettes. Ils l'ont montré. T'avais quelques images dans la démo. Au début, ils faisaient avec le téléphone. Enfin, la vidéo de démo, c'était un mec qui faisait tout un tas de choses. Donc, il pointait son téléphone. Genre, il était dans une librairie. Il scannait les bouquins. Et puis, on lui disait, en fonction de son historique de lecture, ce livre-là, ce livre-là vont me plaire. Et à la toute fin, t'avais une petite démo avec des lunettes. C'était un petit clin d'œil. Tu portes des lunettes et t'es en train de regarder quelque chose. Tu fais attends, j'ai pas compris cette phrase. Les lunettes t'expliquent ce que c'est. Ça peut être assez exceptionnel. Donc, Astra va servir à ça. Il y a des nouveaux projets dont on n'avait pas entendu parler. Je pense au projet Mariner. Ça, je trouve ça génial. C'est une extension pour Google Chrome qui fait des choses à votre place. Donc, vous avez envie de réserver, je sais pas, des billets pour plein de choses. Et ben, vous lui dites, explore-moi tous les billets qu'il y a à telle ville, à telle date. Dis-moi ce qu'il y a. Lui, il te fait un résumé. Tu dis, ok, réserve-moi ça. Il va automatiquement remplir les formulaires, mettre votre carte réservée pour vous. Le truc est dicté. C'est assez fou. Le projet Jules, c'est un truc pour les jeux vidéo. Ça, c'est rigolo. Si c'était bloqué dans un jeu vidéo, tu aurais un assistant vocal qui est alimenté par Gemini, qui peut te suivre dans le
jeu. C'est-à-dire qu'il comprend comment se déplacer, comment s'adapter à une carte. Il va te dire, ok, c'est là, tiens, c'est ici. Donc, moi, à l'époque, j'allais lire les Solus dans le Joypad. On lisait les Solus, Joypad. Tu vois, j'essayais de retenir. Non, mais c'est même pas pour ne pas avoir acheté le magazine. T'allais à la maison de la presse, t'ouvrais la page où tu avais les cheat codes, t'essayais de retenir de tête le code et tu rentrais à la maison. Et tu faisais ça. Et tu faisais ça tout tremblant parce que t'avais peur que le libraire te dise. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il faut l'acheter. Maintenant, tu vas pouvoir demander à l'IA. Non, mais c'est fou. Et après, c'est incroyable. Le meilleur pour la fin, et encore s'il faut, il y aura encore des annonces d'ici là. T'as 2 modèles de génération d'images. T'en as un, c'est Imagen 3. Donc on connaissait Imagen, c'est le concurrent de DALL-E de Midjourney par Google. Donc ça génère des images. Donc là maintenant, ça le fait de manière encore plus réaliste. J'ai un petit peu pu essayer. C'est fou à quel point la qualité est belle, l'outil est bien pensé. Enfin franchement, ils ont bien travaillé le truc. Dommage que ce soit pas accessible en France sans VPN. Donc bon, ça, on en reparlera dans quelques instants. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est VO2. C'est ce modèle de génération de vidéos qui, contrairement à ce qu'on a pu voir chez les concurrents, peut faire des vidéos en 4K et se connaît vraiment la physique, donc est capable de vraiment simuler une chute, de comprendre comment fonctionne le corps humain et qui fait des vidéos sensationnelles. Si vous êtes avec nous à la télé, là, voilà, ça, c'est des images qui ont été totalement gérées par l'IA. Absolument, on voit pas la différence. C'est incroyable. Et ça met une claque, un coup de pelle à Sora. d'OpenAI qui est impressionnant. Qui a été annoncé quelques jours avant. Enfin, lancé officiellement. C'est marrant aussi dans la guerre de communication. C'est OpenAI a dit Sora est disponible pour tout le monde, enfin, sauf pour les Européens, mais dans 160 pays. Et quelques jours après, Google dit oui, bah nous on a un petit truc aussi. Ça s'appelle VO2. Regardez quand même. Le truc est incroyable. Non, mais VO2 est vraiment. Tu l'as testé toi VO2 ou pas? Non, je l'ai pas testé pour le coup. C'est un système de liste d'attente où tu dois donner, tu dois candidater en expliquant pourquoi tu es pertinent pour avoir accès à l'outil. Donc je pense que je suis pas sûr que journaliste ce soit green flag. À mon avis, journaliste, ça veut dire ok, on lui donne pas à lui. Donc tu crois bon, attends, c'est de l'influence quand même, tu vois, non? Oui, mais pour l'instant, je pense qu'il vise surtout les artistes, créateurs. Il vise pas les gens qui vont tester, qui vont avoir un esprit critique sur oui, là il y a eu 6 doigts au lieu de 5. Donc à mon avis, il va falloir encore un peu attendre pour les journalistes. Mais c'est vrai c'est assez fou. Donc Google a vraiment, pour l'instant, c'est la remontada du mois de décembre. C'est qu'on les pensait largués sur l'IA. On pensait qu'ils avaient raté un truc. Alors c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi, parce que c'est vrai que Google, on les a beaucoup critiqués au début. Ils ont été très longs au démarrage. Vous vous souvenez, les premiers Quack, la première version de Gemini, ou même sur la keynote de présentation, il y a une énorme boulette, ça fonctionne pas. Il y avait eu la génération d'images de Gemini qui avait été ultra critiquée parce que elle était complètement woke. Je sais pas si vous vous souvenez, vous lui demandez de faire des meetings, elle te montrait des noirs et des asiatiques. Enfin voilà, des trucs hyper bizarres. Elle avait été largement critiquée, il l'avait enlevée. Et là, c'est vrai que tu te dis, en fait, ils ont été forcés à sortir du bois à cause de ChatGPT, de l'arrivée en fanfare d'OpenAI, et donc ils ont dit on peut pas laisser le terrain libre, on va lancer des produits, mais c'était des produits qui n'étaient pas aboutis. Là, j'imagine que les ingénieurs, ils ont bossé mais comme des dingues, et c'est vrai que ce qu'ils arrivent à nous sortir là en cette fin d'année, c'est quand même extraordinaire. Alors franchement, pareil, un VO2, moi j'attends vraiment de le tester. Après, on dit que ça met une claque à Sora. Sora, ça reste quand même un outil impressionnant aussi. Faut pas non plus. Ça a du mal sur les tâches complexes, je trouve. Je l'ai un peu testé et tu demandes de faire un gros plan d'une personne en train de sourire, c'est nickel. On dirait vraiment réel. Tu demandes de quelqu'un en train de courir, de marcher, tu vas voir les bras qui sont à l'envers, tu vas avoir un 6e doigt, tu vas voir la tête qui se tourne un petit peu trop. Enfin, tu vas voir quelques bugs comme ça qui laissent penser qu'ils ont du mal à gérer les trop gros mouvements. Et après, il y a des comparatifs qui se font avec des prompts envoyés à la fois à VO2 et à Sora, qui sont quand même à l'avantage de VO2. Oui, où tu vois que VO2 n'a pas les mêmes bugs. Ils arrivent à typiquement, il y en a un tout simple où on voit une main couper une tomate. Et je ne sais pas si vous l'avez vu sur Insta, elle est assez impressionnante. Et alors Sora fait n'importe quoi, il coupe la tomate, mais ça se coupe pas. La tomate ne se coupe pas, mais le couteau passe dans le vide dedans. Et alors que VO2, c'est parfait. C'est-à-dire que on se casse le nez et tu as l'impression que c'est quelqu'un qui coupe une tomate avec les tranches qui sont nickel, en fait. Après, bon, faudrait vraiment benchmarker. Non, mais bien sûr. C'est pareil. Des fois, tu demandes un truc à ChatGPT, à Gemini, et sur certains trucs, Gemini est plus efficace, et sur d'autres, ChatGPT est plus efficace. Donc, à voir aussi. Mais enfin, de toute façon, c'est cette nouvelle génération d'IA qui génère des images mouvantes, enfin, des films, c'est quand même un truc de dingue. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la révolution que ça représente. C'est incroyable. Non, mais tu te rends compte un peu des perspectives que tu peux avoir derrière. C'est-à-dire, je pense à l'industrie cinématographique, évidemment, mais est-ce qu'on va pas arriver dans un monde où demain, tu pourras créer toi-même des épisodes supplémentaires à ta série préférée? Enfin, après, il y a les questions de droit, tu vois, mais peut-être tu paieras un abonnement
abonnement, un abonnement supplémentaire à Netflix, et puis tu pourras jouer avec ta série préférée, te faire un spin-off avec ton personnage que tu adores, demander Titanic, mais avec, tu vois, Leonardo DiCaprio qui survit à la fin, ce qui meurt à la fin. Non, mais il y a plein de possibilités. Désolé de spoiler, hein, parce que le film date un petit peu. Je l'ai pas vu, putain. Toujours pas Leonardo DiCaprio meurt à la fin des Titanic. Alors qu'il y avait largement la place sur la planche. Ne coule pas. Tout le monde le sait. Ça va. Ah non, ça se termine bien. Ça se termine bien. Ah oui, évidemment. Okay. Non, pas de problème. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Là, je pense qu'on a une vraie révolution, et y compris même pour des entreprises qui veulent faire des films publicitaires. Film publicitaire, tu le fais en 10 secondes, là. En 10 secondes. Mais d'un côté, du point de vue de l'emploi, ça fait peur. Oui, non, mais bien sûr. Parce que là, les métiers les plus créatifs étaient quand même censés être ceux qui sont présentés comme irremplaçables, et ben là on arrive dans un moment où on se rend compte que c'est remplaçable. Et ça fait un petit Après, je pense qu'il y aura toujours un créatif pour surveiller et pour valider, etc. etc. Mais c'est vrai que et c'est compliqué d'avoir ça bouleverse quand même les métiers. Tu veux, donc le cinéma va quand même continuer de filmer, il y aura toujours des choses authentiques. Je doute vraiment que l'industrie du cinéma bascule en folie. Maintenant, ça peut servir, notamment. Enfin, j'ai vu quelques images de trucs un petit peu visuels avec des explosions, tout ça, où des gens expliquaient que ça, un expert en effets spéciaux le facturait $30,000. Et là, ça peut être généré simplement avec une phrase. Donc, en fait, pour une petite boîte qui a un projet de présentation, etc., et qui n'a pas envie de travailler avec des gros studios d'animation, bah oui, ça ouvre des perspectives. C'est des choses qui n'étaient pas possibles de faire aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que ça y est, maintenant, en fait, toutes les grandes majors hollywoodiennes assument en fait utiliser ces outils-là. C'est-à-dire qu'au début, c'était une raison aussi de la grève des scénaristes et des acteurs qui disaient on veut pas que l'IA nous prenne nos emplois. Et ils avaient raison finalement. Oui, c'est ça. On leur dit non, mais vous inquiétez pas, ce sera considéré comme un outil. Et en fait, là maintenant, on voit que par exemple, Lionsgate, donc c'est un gros studio qui fait les sauts, plein de grosses franchises comme ça. Et ça y est, ils disent nous on utilise en fait ces outils-là, ça nous aide en pré-prod, en post-prod, peut-être pour faire aussi du brainstorming, pour imaginer des scènes. Alors peut-être qu'après, effectivement, il faut quand même aller les tourner, mais enfin quand même, il y a des acteurs aussi, Ashton Kutcher par exemple, qui est aussi un énorme technophile, un gros investisseur dans la tech, qui dit très clairement, mais attendez, c'est la révolution, quoi. C'est-à-dire que demain, on regardera plus un film au cinéma, je regarderai mon film que j'aurais fabriqué ou fait fabriquer en fonction de mes spécifications. Donc vraiment, il y a même un discours et une culture qui est en train d'évoluer. On avance avec un autre acteur qui se positionne dans l'IA, c'est Grok. Enfin, en tout cas, c'est X, avec Elon Musk. Et Grok, qui, et ça c'est une bonne nouvelle, est arrivé sans crier gare. Aujourd'hui, vous avez votre appli X sur les réseaux, enfin sur les smartphones ou sur l'interface web. Vous avez un petit onglet supplémentaire pour goûter en quelque sorte à l'IA de X, qui est une IA qui est complètement décomplexée. C'est ça qui est... Voilà. Alors c'est inquiétant, mais assez amusant et rafraîchissant, je trouve, parce que il y a une liberté un peu illégale aussi, cela dit. Mais bon, à part ça, il y a pas de problème. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de Grok 2 Grok était déjà dispo en version payante. La nouveauté de cette semaine, mais en fait, on est vraiment dans une guerre de communication. Google répond à OpenAI et Grok XAI répond aux deux autres. XAI, c'est pas un acteur à sous-estimer. Au niveau des recrutements, Elon Musk est quelqu'un, malgré toutes les controverses, qui attire encore de grands ingénieurs parce que les gens ont envie de travailler avec lui. Donc, en fait, il a réussi à débaucher du beau monde et ils sont en train de rattraper vraiment l'écart. Et certes, je trouve que Grok est encore un petit peu faible sur les réponses texte, mais les innovations d'XAI sont intéressantes. Donc, je ne serais pas surpris que ça devienne un très gros acteur dans les prochaines années. Et là, sur l'image, ce qui est fou avec ce modèle-là, c'est que tu lui demandes de générer François Bayrou en train de faire le poirier torse nu à la plage, il va te le faire, quoi. Enfin, il n'y a aucun souci. Ils en ont absolument rien à faire du droit à l'image, des marques. Et tu veux faire Mario en train de fumer de la drogue, aucun souci. Enfin, ils vont te faire Mario. Ils n'ont rien à faire. Ils vont se prendre 1 milliard de procès, mais Elon Musk, ça l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est qu'on parle de lui. Ça, c'est déjà en train de prendre, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de partages de gens qui mettent des images géniales, générées et surtout de qualité, quoi. C'est ça. Non, mais la qualité est bonne. En fait, il y a eu 2 nouveautés pour Grok cette semaine. Il y a l'arrivée de Grok en gratuit, ce qui n'était pas le cas avant, et il y a un nouveau modèle d'image qui s'appelle Aurora, qui est meilleur que celui qui était utilisé avant, qui était Flux, qui n'était même pas développé à 100% par XAI, qui est un modèle ultra réaliste et qui est vraiment performant. Donc après, le fait qu'ils aient une base de données avec des images de personnalités publiques, ça c'était déjà le cas, mais maintenant c'est encore plus réaliste. Donc
Donc non, c'est un outil amusant. C'est un outil qui va booster l'utilisation de Grok. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui n'en ont rien à faire de ChatGPT, mais qui vont utiliser Grok juste pour faire des images un petit peu drôles. Donc c'est bien vu de la part d'Elon Musk pour rattraper un petit peu la notoriété de son outil. Je doute sincèrement que ça dure éternellement, cette possibilité de générer. Parce qu'au bout d'un moment, il va se faire rattraper par la patrouille. Tu vas prendre quelques procès, on va te dire ok, est-ce que vous connaissez le droit d'auteur, le droit à l'image, etc. Et il va peut-être devoir se calmer. Après, ce ne sont que les personnalités connues, c'est-à-dire que si par exemple très connues, parce que j'ai essayé avec des gens moyennement connus. Tu mets Nicolas Lelouch ou quoi, ou par exemple ta sœur ou je sais pas quoi, ça marche pas. Non, c'est vraiment des gens très connus. Donc il y a quand même des garde-fous, c'est-à-dire que tu peux pas déformer la réalité du quotidien de n'importe qui. Les personnalités connues ont aussi le droit à leur image. C'est le problème. C'est pour ça que c'est bancal. Un jour ou l'autre, ça va lui retomber dessus. Oui, et au-delà de ça, les marques sont protégées. C'est-à-dire que tu n'es pas censé pouvoir usurper le logo de Nintendo ou de usurper un personnage protégé par du droit d'auteur comme Mickey. Moi, j'ai fait Mickey avec une Kalachnikov l'autre jour. Il n'y a aucun souci. C'est vrai. Mais je me demande s'ils l'ont pas quand même un petit peu bridé parce que je crois me souvenir, j'espère pas dire de bêtises, mais que sur les toutes premières versions, tu pouvais faire vraiment des scènes genre d'ultra-violence. J'avais vu des scènes avec des personnages de Disney qui faisaient un massacre, ce genre de choses, donc vraiment terrible. Et là, j'ai essayé de le faire et tu voyais juste. Alors, tu peux faire Mickey avec une arme, mais j'ai pas réussi à le faire. Je vais pas entrer dans les détails, mais voilà, j'ai essayé de pousser un peu la machine et quand même, il y a un moment. Et même chose sur, par exemple, la nudité. Tu peux pas faire des trucs pornographiques. Tu peux avoir un personnage le porno, c'est limité, mais c'est. Oui, donc il y a quand même des garde-fous. Il y a quand même quelques freins. Mais c'est pas des garde-fous sur les gens. C'est des garde-fous sur la violence et la sexualité. Par contre, sur les visages et les marques, non, ils en ont rien à faire. C'est open bar. Non, mais après, il faut. Pour moi, c'est vraiment, il y a toute une pédagogie à faire et en fait, c'est même pour nous, parce que c'est complètement contre-intuitif, mais c'est maintenant le fait de voir une image sur un réseau social ou n'importe où, en fait, il faut qu'il y ait au moins une partie de ton cerveau qui soit sceptique et qui dise non, en fait ça peut avoir été altéré par l'image. En fait, il faut que ce soit un réflexe mais systématique parce que maintenant tu as effectivement des rendus photoréalistes sur absolument tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est pas l'interdiction qui va être la solution, même si alors, pour des questions de droit on peut en discuter. Tu peux pas interdire. C'est une pédagogie. C'est essayer d'arrêter la marée avec une serpillière, ça ne fonctionnera pas. Je veux dire, il y a trop d'images, de fake images qui dit. Et là pour le coup, alors là t'es sur la fabrique de fake, t'es vraiment du producteur au consommateur. C'est-à-dire t'es vraiment sur le réseau social, t'appuies sur Grok, tu génères ton fake, tu le mets, tu le postes, ça devient viral et à la fin on sait plus trop si c'est une vraie image ou une fausse image. Donc pour moi l'enjeu c'est pas celui de l'interdiction, l'enjeu c'est celui de la formation intellectuelle au scepticisme et au fait de juste de se méfier de toutes les images. Mais c'est un enjeu qui est compliqué parce que quand tu vois le niveau de crédulité moyen sur l'ensemble des fake news pourtant parfois très très basiques qui passent sur internet, tu te dis que sur des choses aussi sophistiquées que ça va probablement prendre du temps. Je pense par exemple aux boomer traps là, qui cartonnent. Ça, c'est les photos qui ciblent les vieux sur Facebook et qui génèrent du clic et ensuite un certain nombre d'arnaques. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on évoque quand même aussi ce qui nous attend en 2025, notamment dans le monde du jeu vidéo. C'est l'arrivée de cette satanée Switch 2 qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps, qui suscite bien évidemment une excitation incroyable auprès de tous les fans de Nintendo. Visiblement, on se rapprocherait d'un truc qui pourrait arriver, quoi. Oui, dans tous les cas, Nintendo l'a dit, ça sera annoncé avant le second trimestre 2025, ce qui veut dire 31 mars maximum. Donc, il va y avoir une conférence du 31 mars. Ou non, mais elle sera commercialisée d'ici le 31 mars. D'accord, ok. Parce que tu sais, les Japonais, moi, je m'en méfie parfois. Oui, non, mais... Ils disent, tiens, en mars, je vais annoncer ma nouvelle console qui sort un an après, quoi. Tu vois, la logique voudrait, on se dirige de plus en plus vers une annonce tôt en 2025, potentiellement dès janvier 2025, parce qu'ils ne vont pas tenter de voler la vedette au CES en lâchant leur propre conférence au moment du CES. On sait qu'il y a plein de marques qui aiment bien faire ça quant à ce gros salon. Donc je pense que c'est assez imminent. Le problème, en fait, c'est que, comme tu le dis, on l'attend depuis trop longtemps et que j'ai un peu l'impression que Nintendo est en train de se faire avoir à son propre jeu. A laissé entendre depuis 2 ans qu'elle va sortir. On est en train de trop fantasmer. Il y a eu plein de... Là, on voit des rendus, on voit plein de choses depuis tout à l'heure. Sauf que là, c'est plus des rendus. On a des accessoiristes connus comme des brands qui sont quand même des entreprises qui ont des accessoires officiels, etc. qui maintenant vendent déjà des accessoires pour Switch 2 avec des images de la Switch 2 sur leur site. Qu'est-ce que ça donne alors ? Et ben alors, moi pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais moi, c'est aussi ça le truc qui me rend un petit peu sceptique, c'est que je me dis... tel qu'on la voit aujourd'hui, et effectivement, il y a eu des
l'ai rendu hyper précis, ça fait pas rêver, quoi. C'est-à-dire c'est la Switch un peu plus grand et un peu plus puissant. En général, quand tu as un saut générationnel d'une console à une autre, bon, en général, les fabricants, que ce soit Sony ou Microsoft, ils essayent de te vendre un truc un peu différent, tu vois, le design ils le changent un petit peu, enfin ils te vendent une autre sauce, quoi. Là t'as l'impression que c'est le même gap que entre la Switch et la Switch OLED, et que tu vas avoir finalement, ce sera peut-être un peu plus, j'exagère évidemment, mais enfin tel que ça nous est montré pour l'instant à partir des rendus qu'on obtient à partir des accessoiristes, etc., ben je trouve que enfin pour générer une hype énorme autour de ce qui doit être quand même une nouvelle console, un nouveau produit, et ce qui doit relancer les ventes, parce que c'est quand même ça l'enjeu, bah je sais pas. Alors peut-être qu'il nous cache une surprise et qu'il y a un truc qu'on sait pas. En fait, je pense que Nintendo a basculé dans une nouvelle logique qui est jusqu'à maintenant, chaque nouvelle console introduisait un nouveau concept. Là, je pense que le concept de la Switch est si bon, si efficace. Il remplace à la fois la division portable et la division fixe. Que je pense ce qu'ils avaient fait d'ailleurs avec la Switch, en sortant l'écran OLED, par exemple. Mais en fait, c'était la même avec un écran OLED. Là, on passe sur une nouvelle génération avec de la 4K, une nouvelle puce, avec des nouveaux jeux. Là, il y aura des jeux exclusifs Switch 2, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, pour moi, la Switch 2 est équivalent à la PS2 à l'époque de la PlayStation. C'est-à-dire que Nintendo a trouvé sa PlayStation. Donc maintenant, tu vas avoir la Switch 2. Dans 6 ans, tu auras la Switch 3. Dans 12 ans, tu auras la Switch 4. Et pour moi, on a basculé dans cette nouvelle ère où Nintendo a trouvé son format. C'est le format idéal qui est à la fois portable, à la fois fixe, qui permet de vendre des consoles, qui permet de vendre des jeux. Et que maintenant, cette Switch 2 doit être présentée aux joueurs comme une nouvelle génération. Donc voilà, il est temps de remplacer votre Switch par une Switch 2. C'est pas juste une amélioration. Donc ça me surprend pas qu'elle lui ressemble. Le truc, c'est que j'aurais aimé quand même, au moment de l'annonce, avoir des surprises. Et là, j'ai l'impression qu'on connaît le design. On sait comment les Joy-Con fonctionnent, c'est avec des Joy-Con magnétiques, on sait qu'il y a un nouveau bouton, on ne sait pas encore à quoi il va servir. Il y a même des rumeurs sur des jeux, a priori ça sera Mario Kart 9, le titre de lancement. Donc si ces trucs-là ont déjà fuité maintenant, qu'est-ce qu'il va rester en janvier? Et quand ça fait 2 ans que tu attends une console, bah, ça sera juste ok, elle est dispo, on a le prix, elle sort à telle date, zéro surprise. Et c'est décevant parce que quand la Switch a été annoncée en 2017, il y avait des surprises. On est fébrile, les amis. Une année 2025 qui s'annonce passionnante. Mais oui. Vivement qu'on plonge dedans. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Nico, Nicolas Lelouch. Merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Pareillement, journaliste à Numérama. Merci beaucoup Anthony Morel. Merci les amis. Enfin, quand je dis merci, on n'a pas tout à fait terminé puisqu'il y a notre petit module bonus, toujours avec Nico et avec Anthony. Et vous savez quoi? On va vous raconter notre futur périple à Las Vegas. C'est intéressant quand même. Ça va être intéressant de voir comment tu prépares ça, comment Anthony et toute l'équipe prépare ça. Ça sera le petit module bonus en audio exclusif que sur le podcast de quoi je me mail. En tous les cas, vous restez avec nous. Dans un instant, deuxième partie, vous saurez tout sur Starlink et les dernières innovations et évolutions avec Lionel Paris. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.